Très bien, bonjour à tous. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ici le docteur Cédric Guéguen, ainsi qu'un peu plus tard le docteur Résimond qui va nous rejoindre. Donc, pour un live, enfin pour une vidéo, donc sur le thème de la longévité, la santé et les thérapies hormonales. Donc, Cédric, si tu peux te présenter. Alors bonjour à tous et puis un grand merci à toi Alain de m'accueillir. Comme effectivement on le disait, c'est que je suis simplement moi un humble admirateur de toi Alain et de ta capacité d'apprentissage et puis de Stéphane Résimond aussi. Et puis moi je suis médecin généraliste à Tahiti. Je me suis formé beaucoup notamment aux thérapies de type hypnose médicale. Depuis une dizaine d'années, j'ai passé ma thèse en 2013. Et puis, du coup, depuis 3 ans, donc j'ai passé un diplôme universitaire de physionutrition clinique et biologique, et puis un diplôme de phytoaromathérapie, qui rejoint en fait beaucoup en fait la médecine fonctionnelle que pratiquent Alain et Stéphane. Donc, je suis très heureux d'être là ce soir. Ok, parfait. Donc le thème, comme je l'ai dit, donc c'est le vieillissement. On pourrait l'intituler Espoir et désillusion. Alors, je vais rapidement expliquer pourquoi. Donc on a l'espérance de vie sans incapacité, hein, qui est, on va dire, l'espérance de vie en bonne santé, qui stagne ou peut-être même qui régresserait. Hein, elle est autour de 65 ans en France. Et puis on a l'espérance de vie maximale où là on voit bien que visiblement il y a un seuil que l'on n'arrive pas à dépasser. Hein, c'est le seuil atteint par Jeanne Calment d'environ 120 ans. Plusieurs centenaires ont approché ce seuil, mais ça n'a jamais été dépassé. Donc, la question de ce soir, finalement, ça va être plutôt comment arriver à vivre en bonne santé le plus longtemps possible, donc sans forcément espérer atteindre des âges faramineux. Donc pour cela, il y a la médecine intégrative que tu pratiques, Cédric, hein, à Tahiti, la médecine fonctionnelle, qui a plusieurs outils. Donc au niveau du vieillissement, on peut rappeler rapidement les nombreux facteurs hein, qui contribuent. Donc il y a la glycation, les Mhm. phénomènes de glycation des protéines, hein, le sucre, le stress oxydant qu'il faut savoir gérer. Il en faut ni trop peu ni trop. Mhm. L'inflammation également qui joue un rôle. Donc il y a et les mitochondries qu'il faut préserver, donc notamment par l'activité physique. Et puis les télomères qui sont ces petits bouts d'ADN, hein, on peut l'expliquer rapidement, c'est des petits bouts d'ADN qui se trouvent à l'extrémité des chromosomes. On les compare souvent à l'extrémité des lacets. À chaque division, en fait, ces télomères se raccourcissent un petit peu plus et on atteint ce qu'on appelle la limite de Hayflick avec un certain nombre de divisions de la cellule finalement que l'on ne peut pas dépasser. C'est un petit peu comme le docteur Eric Simard, il compare ça à la réserve de marche des montres automatiques. C'est un petit peu ça, en fait. Hein. Une fois que la montre elle a sa réserve de marche maximale, mettons 30 heures, 35 heures, et puis après, elle s'arrête, quoi. Hein. Sauf si Et, on la remonte. Voilà. et on pensait à ça, c'est vrai on pouvait faire d'ailleurs ce petit. Il y a eu un grand espoir à un moment de la recherche, hein, notamment chez Google. Je sais qu'ils travaillaient beaucoup là-dessus sur des nanos. En fait, ils voulaient faire des nanorobots en fait pour pouvoir reconstruire en fait les télomères. Ça faisait partie des grands fantasmes. Je ne sais pas si tu avais vu ça aussi, des grands fantasmes de Google, c'est d'allonger les télomères grâce à des nanorobots. Et ça faisait partie ouais, des idées là pour pouvoir atteindre, parce que ils en parlent hein, beaucoup, ils en parlent beaucoup hein, dans le transhumanisme du fait d'atteindre, enfin de devenir immortel, hein, tout simplement. Ça fait partie des grandes idées en fait de ces sociétés-là, quoi. Hein. Mm. Oui, bon, c'est une approche très cellulaire de la Mm. longévité, mais bon, visiblement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les zones bleues, on en reparlera. Mm. C'est pas une approche moléculaire. Hein. Les centenaires en Sardaigne, je sais même pas s'ils ont connaissance des télomères. Voilà. Donc, en tout Tout cas, à fait. dans les outils, voilà, de la médecine fonctionnelle, bon, il y a la nutrition, il y a la micronutrition, avec combler les carences. Hein, la gestion du stress, du rythme circadien, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais c'est Mm. hyper important, hein, les rythmes jour-nuit, une bonne synthèse de mélatonine la nuit, une bonne synthèse de cortisol le matin, tout ça grâce au soleil. Hein. D'ailleurs, on pourrait partager une image là-dessus, Mm. d'ailleurs, Et que puis, j'ai. et faire ce petit parallèle, justement, je pensais à ça aussi par rapport aux personnes, notamment au personnel hospitalier qui ont des travails postés. On sait que, par exemple, en médecine du travail, ils sont suivis de façon beaucoup plus importante parce que le simple fait de travailler
et de faire du travail posté, donc du travail de nuit, hein, simplement, bah, ça a tendance effectivement à abaisser en tout cas, ça diminue comment dire? L'espérance de vie, le fait de travailler la nuit. Mmh. Oui, je crois qu'on a trouvé une augmentation du cancer du Mmh. sein, par exemple, chez Et les des hôtesses de cancers l'air. aussi, Ouais, tout à c'est fait. ça, ouais, ouais. Mmh. Donc ça vraiment le rythme circadien, c'est vraiment capital pour la santé. Mmh. On en reparlera plus tard pour la ménopause. Donc voilà, si on regarde les zones bleues, il y en a 5 identifiées au monde, qui sont des zones où il y a un taux exceptionnel de centenaires. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elles sont toutes quand même relativement proches de Mmh. l'équateur. Il n'y en a pas dans les pays nordiques ou à l'extrême sud de l'hémisphère sud. Donc, premier point, donc ça montre quand même, je pense, l'importance du soleil et de la vitamine D. Je sais pas ce que tu en penses. Et puis donc justement sur le rôle du rythme circadien, puis Mmh. le soleil, la vitamine D sur l'immunité, hein. Et puis elles sont également toutes près de la mer, hein. Donc l'iode a peut-être un rôle, non? Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Ben, c'est vrai qu'effectivement, on le sait, hein, sur, les effets parce que des études, il y en a des milliers, hein, sur la vitamine D et puis sur les effets de la vitamine D, sur la santé, notamment dans, bien sûr des choses qu'on connaissait, c'est-à-dire tout ce qui est métabolisme, comment dire? Osseux, bien sûr et puis, osseux et cartilagineux. Mais par contre, en fait, il y a des effets bien évidemment sur l'immunité, il y a des effets sur tout ce qui est musculaire et puis Stéphane, nous en a parlé aussi de son livre, puisqu'il a écrit un livre sur la D3, vitamine D3 et la K2 avec son homologue docteur Jacobs. Et effectivement, il y a aussi une diminution du risque de maladies auto-immunes, une diminution de tout un tas enfin, d'infarctus, donc tout ce qui est cardiovasculaire et notamment et également des cancers. Donc, il est évident qu'effectivement, l'effet de la vitamine D est important. Mais pour rajouter ça, effectivement, nous qui sommes à Tahiti, du coup, effectivement, sous des latitudes qui sont plutôt clémentes, et ben, malgré tout, moi, sur les dosages que je fais, on est encore sur une bonne partie des gens qui se restent carencés, en vitamine D du fait du mode de vie tout simplement, hein, sur, le fait qu'on est très souvent à l'intérieur, même dans des pays où c'est très ensoleillé. Oui, d'ailleurs cette carence en vitamine D, on l'observe surtout chez les personnes âgées et chez les Mmh. gens un peu en surpoids, hein, c'est ça, hein? Oui, oui, tout à fait. Et puis, ben, comme on disait, la vitamine D est une vitamine qui est liposoluble, donc elle a tendance à aller se réfugier, à aller se stocker en fait dans la graisse. Donc, on a les gens qui sont en surpoids ont en fait des carences de vitamine D, donc de vitamine D dans le sang, parce que en fait toute leur vitamine D elle est stockée dans le gras et du coup elle n'est pas utilisable. Et donc, ce qui fait qu'ils vont avoir les effets de la carence en vitamine D. Et D'accord. puis pour les personnes âgées, bah, effectivement, c'est la synthèse qui se fait beaucoup moins bien parce que la peau, avec le vieillissement, la peau a tendance à s'affiner et du coup, elle produit moins bien de la vitamine D également. D'accord. On peut parler donc, pour démarrer en fait, les thérapies hormonales et leur impact Mmh, sur la santé et donc indirectement, sur la longévité. mmh, On peut démarrer par la thyroïde, hein, c'est un gros mmh. morceau. Tu commences à avoir une expérience donc, au niveau de ta patientèle à Tahiti, au niveau de l'hypothyroïdie. Quel est le tableau que tu rencontres, Alors on a en fait, effectivement avec le retour, on parle enfin moi quand j'ai appris aussi effectivement et puis dans la recommandation de l'HAS pour surveiller et enfin pour dépister en tout cas une hypothyroïdie, on dose en fait la TSH qui est en fait un marqueur qui est pas suffisant pour dépister les hypothyroïdies. Donc en fait, notamment les hypothyroïdies qu'on voit beaucoup fonctionnelles qui se traduisent d'abord par la clinique et donc on a une cinquantaine de symptômes, sur la cliniques d'hypothyroïdie qui parfois sont extrêmement discrets, des gens qui vivent des années avec une hypothyroïdie fonctionnelle, notamment la fatigue. Alors la frilosité qu'on voit beaucoup moins ici puisqu'il fait chaud donc il y a la frilosité, mais il y a aussi les œdèmes du matin, la langue un peu gonflée, les paupières un peu gonflées le matin, tout un tas de symptômes, la fatigue bien sûr, la baisse d'énergie, la prise de poids, qui sont en fait liées à des hypothyroïdies fonctionnelles. Et pour pouvoir la doser, on a absolument besoin d'avoir une TSH, une T3 et une T4 pour pouvoir avoir enfin, voilà, le métabolisme, thyroïdien un peu plus dans son ensemble, en tout cas dans les dosages de routine. D'accord. En tant qu'acheteur de réactifs, Mmh. dans le laboratoire où je travaille, je peux te dire que la T3 est, bien moins prescrite que la TSH, hein, il y a Mmh. au moins un ratio de 4 pour 1, hein, sans probablement, si Mmh. c'est pas plus. Donc c'est loin encore d'être entré dans les mœurs, hein, de doser, ce qui est finalement l'hormone active, hein, de la thyroïde, Mmh. hein.
Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi et puis, pour pouvoir effectivement rajouter à ça, c'est qu'on prescrit aussi dans la substitution thyroïdienne uniquement de la T4 et que si on n'a pas les cofacteurs nécessaires pour pouvoir convertir la T4 en T3, bah, en fait, eh bien, on peut faire ce qu'on veut, on n'arrivera pas à avoir les effets de l'hormone thyroïdienne, et donc ça, c'est quand même vraiment important. Donc moi, je prescris plus du tout enfin ou très rarement de la L-thyroxine, enfin en tout cas, je pas de lévothyrox, mais très rarement de la L-thyroxine. J'ai tendance à préférer effectivement, même si c'est pas toujours simple à équilibrer, de l'Euthyral avec de la T4 et de la T3 active. Très bien. Mmh, No donc voilà, concernant le sujet de la thyroïde, je ne sais pas si tu voulais rajouter, si alors une hypothyroïdie non traitée finalement, donc ça peut quand même avoir un impact sur la longévité, je suppose puisque, notamment, si ça donne du cholestérol, hein, mmh. donc la personne peut se retrouver sous statine, c'est ça? Heu, Ah donc bah, oui, il y a tout à fait. C'est qu'en fait, on cherche pas souvent dans l'hypercholestérolémie, on va mettre en cause uniquement l'alimentation avec en disant aux gens que, bah, globalement, ils mangent pas comme il faut, ils mangent trop de mauvais mmh. gras ou ce genre de choses. Alors déjà, effectivement, quand on suit un petit peu les recommandations pour le cholestérol, bah, plus ça avance avec les années, il faut avoir un LDL, donc un «mauvais cholestérol» entre guillemets, de plus en plus bas, ce qui est pas du tout, une réalité, physiologique en tout cas et donc on oublie d'aller regarder et puisqu'on dose une TSH, la TSH est normale. La plupart des hypothyroïdies aujourd'hui sont des hypothyroïdies plutôt à T3 puisque avant, il y a 10 ans, on avait notamment enfin, il y a même plutôt, une vingtaine d'années, on avait plutôt des carences iodées, qui sont quand même beaucoup moins fréquentes maintenant et des carences iodées donnent une augmentation de la TSH, une baisse de la T4 et une T3 relativement normale, alors qu'aujourd'hui, on a en fait des TSH normales, une T4 normale et une T3 abaissée. Donc c'est vrai que là, même là, aujourd'hui, moi, dans ma pratique, j'ai eu quelques carences en iode à Tahiti parce que, l'air, à la différence de l'Atlantique, est très peu iodé ici. Donc, on a aussi des hypothyroïdies, de ce type-là ici, mais plus rarement. D'accord, Et donc tout intérêt, mmh, peut-être pas sur la longévité, mais en tout cas pour la bonne santé, tout au long de c'est son ça. existence, de bien dépister, les problèmes de thyroïde. Mmh. Si on peut passer, donc sur Et la oui, oui? c'est ce que tu disais, hein, par rapport justement à la longévité. En fait, ce que tu apportais au début, Alain, là où je partage complètement ton avis, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Ce qui est quand même pas du tout, la même chose. Ça veut dire que possiblement, on en avait parlé notamment avec les travaux, d'Éric Simard aussi, sur le fait d'accélérer en fait et il y a des théories là-dessus, il y a des théories là-dessus sur le fait d'accélérer en fait la thyroïde, c'est aussi accélérer le moteur et que si on accélère le moteur, on le fatigue peut-être un peu plus. Mais, effectivement, est-ce que c'est pas intéressant à ce moment-là, si on stimule un peu parfois la thyroïde, bah, de vivre peut-être à ce moment-là, pas forcément plus longtemps, mais mieux et en bonne santé, quoi? Mmh. Voilà, donc c'est la théorie de l'hyperfonction en fait, hein, Voilà, De exactement. Blagosconi, Mmh, évoquée par le docteur Simard. mmh, Donc, en fait, les cellules, elles auraient 3 stades, hein. Le stade de croissance que l'on voit en haut, où la cellule se multiplie tranquillement. Idéalement, ça doit être une croissance lente. Je dirai après pourquoi. Ce qu'ils appellent la quiescence, en fait, donc là, ça bouge pas. Donc, à partir de ce stade-là, la cellule peut passer soit en sénescence, donc c'est le troisième stade, soit revenir au stade de croissance, selon les différents facteurs. Et enfin, il y a le stade de sénescence, où donc on a toujours les stimulateurs de la croissance, en fait, sauf qu'on a des freins, donc les protéines 21 et P21, P16, qui sont un petit peu comme si on activait en même temps l'accélérateur et le frein sur une voiture. Et donc là, on aboutit en fait, à une sénescence, à une usure de la cellule. Donc c'est la théorie de l'hyperfonction. Alors pourquoi croissance lente? En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe chez l'animal. Si l'on regarde il faut que je trouve la bonne diapo. Si l'on regarde la division donc des bactéries, voilà, c'est ici. Donc, ils sont des êtres unicellulaires, hein, qui se divisent très rapidement. Bon, la bactérie Escherichia coli qui est hyper répandue. En 20 minutes, il y a déjà une première génération. Après, il y a d'autres bactéries, c'est un peu plus long, comme les mycobactéries, la tuberculose. Mais bon, en quelques heures, quand même, on a une nouvelle génération aussi. Et donc, ce sont des organismes qui ont une durée de vie très, très courte, en fait. mmh mh. Si on prend l'éléphant
qui a une croissance relativement lente, donc il arrive à vivre jusqu'à plus de 60 ans. Et puis donc, je crois, il y a un des records connus sur la Terre, c'est le requin du Groenland Mmh. qui grandit tout doucement, je crois, à environ 1 centimètre par an, mais qui n'arrête jamais de grandir, en fait, quasiment. Et la puberté, je crois, elle est à 150 ans, et donc il Mmh. vivrait jusqu'à 300 ans ou plus. Donc ça montre bien l'importance de la vitesse de la croissance, en fait, et Mmh. qui, semble-t-il, aurait un lien avec la longévité. Donc maintenant, si on pouvait parler de la ménopause, Mmh mh. du traitement de la ménopause. Donc, c'est quelque chose qui est controversé. Il y a eu essentiellement, il y a eu des études, mais qui ont été faites sur des hormones non bioidentiques, hein, comme tu le Mmh. sais, Cédric. Mmh. Donc là, je mets une diapositive de Stéphane, en fait, hein. Euh, et c'est vrai que la question qu'il pose, elle est finalement, c'est du bon sens. Et souvent, le bon sens, c'est quelque chose, euh, comment dire, d'intéressant. Finalement, les femmes qui ont le cancer du sein, enfin, c'est rarement des jeunes femmes, hein, qui ont des taux hormonaux optimaux. Et on peut dire la même chose pour le cancer de la prostate, hein. C'est rarement des jeunes hommes qui ont des taux de testostérone élevés. C'est avec l'âge, en fait, hein, Mmh. que ces cancers apparaissent. Donc, je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus, donc sur le traitement de la ménopause. Et finalement, Mmh. une ménopause non traitée, ça peut impacter beaucoup de choses, à commencer par le sommeil. Ah bah, oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, on sait au moment de la ménopause, mais même dès la préménopause, alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle, les troubles du climatère, c'est-à-dire, tout ce qui est enfin, ce que les femmes en préménopause connaissent bien, qui sont en fait les bouffées de chaleur, la transpiration, parfois les troubles de l'humeur et puis, la prise de poids. Mais en fait, ça, c'est qu'une petite phase parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de bouffées de chaleur qu'en fait, on n'a pas de ménopause. La ménopause, elle va se faire et elle peut jouer bien sûr sur plein d'autres facteurs, notamment sur le sommeil. Effectivement parce que la progestérone a une action importante aussi sur le sommeil. Donc on rappelle effectivement la ménopause, c'est la baisse, à un âge, au moment avec l'horloge biologique, la baisse des œstrogènes et de la progestérone. Et en fait, ben, c'est effectivement aujourd'hui, on sait que supplémenter en fait grâce aux études, on sait que maintenant supplémenter une ménopause, c'est vraiment offrir une qualité de vie beaucoup plus importante, pour les femmes. Moi, j'ai maintenant ces retours aussi, avec les femmes qui sont supplémentées, même après, 20 ans, bah, effectivement, elles ont pas du tout la même énergie que des femmes, non supplémentées. Alors, c'est quand même intéressant, je peux vous amener un petit cas clinique là d'il y a quelques semaines. Une femme qui vient me voir aussi parce qu'elle venait en fait, elle avait été voir son médecin généraliste et puis, bah, comme nous on a appris en fait, elle venait parce qu'elle avait un des troubles du sommeil, des palpitations et puis un moral un peu bas avec une prise de poids. Et en fait, elle arrive me voir, elle avait déjà 3 médicaments. Elle avait, un médicament pour dormir, un somnifère, elle avait eu des palpita elle avait un bêta-bloquant pour les palpitations et puis, on lui avait proposé un antidépresseur pour le moral. Donc alors qu'en fait, tous ces symptômes-là étaient liés en fait à la ménopause et donc en supplémentant, ben, effectivement, on va lever les symptômes, beaucoup plus facilement, quoi. D'accord. Alors, Euh, on pourrait apporter, je sais pas après s'il y avait d'autres choses aussi. C'est vrai que ne serait-ce que pour, bah, le la ménopause et l'andropause parce que pour l'homme, c'est la même chose. Effectivement, on a besoin aussi de la testostérone chez l'homme. Je pense que tu pourras nous faire un témoignage, enfin, on en parle, un petit peu, on en parlera aussi, je pense au cours de cet échange un petit peu plus. Mais comme tu le dis, effectivement, le traitement par testostérone n'augmente pas le risque de cancer de la prostate. Ça, c'est quelque chose aussi d'important, voilà, donc à noter. c'est un sujet, ça fait partie des paradigmes de la médecine qui ont du mal Mmh. à tomber. Il y a une vidéo très intéressante du professeur Schulman, hein, un éminent Mmh. urologue belge, que l'on peut visionner sur YouTube. Euh, donc où il explique bien. Donc le problème, c'est que c'est un paradigme qui est basé sur un prix Nobel, donc c'est très Mmh mh. difficile de faire tomber ce genre de croyances. Mmh. Voilà, mais c'est intéressant en fait, hein, parce qu'il y a de nombreuses études qui montrent que il y a un lien entre la sévérité du cancer de la prostate et le taux de testostérone et de DHEA notamment, hein. Mmh. Voilà, donc Tout à et fait, donc puis voilà, mmh et là on peut parler, en une vidéo de Stéphane encore, on peut parler de l'importance de la testostérone au niveau cardiovasculaire, hein, notamment la paroi artérielle, hein, qui contient du muscle. voilà, donc c'est vrai c'est des choses encore une fois qu'on ne voit que,
Que très, très peu dosées et donc c'est des choses qu'on et pourtant en pratique, des hommes avec, tu vois, des hommes avec un gros ventre, donc ce qu'on appelle une obésité androïde, je pense qu'on en voit beaucoup. Beaucoup en tout cas dans le quotidien et donc Oui, effectivement, souvent, il peut y avoir des déficits en testostérone. Mmh. voilà, et c'est d'autant donc effectivement le syndrome métabolique, hein, que l'on Mmh. a tous très facilement avec l'âge. Donc ça, le problème, donc ça, souvent il y a une augmentation des oestrogènes, hein, donc c'est pas forcément très bon lorsqu'ils sont Mmh. en excès en fait, hein. Voilà. Et donc voilà, après on pourrait c'est ça, hein, effectivement, tout ça, les hormones, c'est comme tout, c'est une horlogerie, en fait. Le corps humain, c'est une horlogerie et on a besoin d'être réglé correctement, ni trop ni pas assez, comme tu dis très bien, Alain. OK, c'est une symphonie hormonale, hein. Je crois que le terme est Voilà. de du chercheur Mmh. Pierre Paoli, hein, spécialiste Mmh. Tout à fait. de la Ouais. mélatonine. Mmh. Voilà, bon, ensuite, on peut parler peut-être rapidement des surrénales, donc DHEA, cortisol, on peut faire un tir groupé. La DHEA, donc si je comprends bien, c'est une préhormone qui n'a Mmh. pas de récepteur en fait, hein, on peut pas vraiment parler d'hormone. Cela dit, elle semble avoir un rôle très important pour l'organisme. Les taux baissent très rapidement avec l'âge, ils sont proches de zéro à la dernière année de la vie. Mmh. Euh, donc, est-ce que tu as observé, c'est un dosage que tu prescris régulièrement ou peu? Alors, moi, je dose aussi, notamment aussi suite à tout ça et puis suite à des conseils. C'est effectivement un dosage que je fais systématiquement, donc doser un sulfate de DHEA pour effectivement voir si on a des carences. Alors pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de carences en DHEA. Après, j'ai pas de personnes très âgées, et puis, moi, j'ai plutôt effectivement, c'est plutôt, ma partie, je suis plutôt dans la gestion, au départ de la ménopause, parce que c'est déjà bien de commencer par gérer, effectivement le traitement hormonal substitutif et j'ai un peu moins de retours, mais ça viendra sur la DHEA, je pourrais, aussi faire les retours au fur et à mesure. D'accord, d'autant que chez la femme, c'est une source Mmh, principale hein, de testostérone. tout à fait. Concernant le cortisol, donc c'est vraiment une hormone très intéressante parce qu'elle est un peu diabolisée, on en a Mmh, peur, parce que c'est surtout l'usage en excès hein, qui est pas bon. mmh, C'est vraiment une hormone qui, on peut dire, qu'il y a un phénomène d'hormèse, en fait, une courbe en U, en fait, hein. S'il y en a trop mmh, peu, comme ça peut arriver chez les personnes âgées, c'est ce qu'on appelle l'inflammaging, mmh, donc une sorte d'inflammation permanente liée à un manque de cortisol. Et lorsqu'on en a trop, c'est pas bon non plus, hein. Les effets secondaires sont connus, ostéoporose, hypertension et autres. Donc, finalement, c'est également intéressant. Et il me semble que Stéphane nous avait dit, le cortisol joue également sur la longueur des télomères, je crois. oui, c'est ça, tout à fait et puis, et après juste pour rappeler effectivement que les doses qu'on utilise, hein, pour supplémenter des déficits en cortisol aussi fonctionnels, ça a rien à voir avec les doses de corticoïdes qu'on met dans les maladies, par exemple, qu'on met à l'hôpital ou dans les maladies infectieuses. Ce sont des doses qui sont beaucoup, beaucoup moins importantes pour avoir en fait mais on a besoin du cortisol pour vivre et il est nécessaire et parfois il peut être mis à mal dans certains cas, et dans certains contextes cliniques. C'est même une des rares hormones, c'est Mmh. un dosage hormonal de laboratoire qui peut être urgent, hein, c'est ça, hein, puisqu'on ne peut pas survivre, je pense, plus de C'est ça. 24-48 heures sans cortisol. Mmh. Je pense à cette maladie qui est quand même très rare, hein, la maladie d'Addison, dont Oui. souffrait, je crois, l'ancien président des États-Unis, hein, Mmh. Kennedy. Hein. Voilà, donc lui, il était sous cortisone en permanence. Alors, Mmh. j'ignorais si à l'époque on savait et on prescrivait en parallèle la DHEA pour protéger justement Mmh. des effets secondaires de la cortisone. Aujourd'hui, c'est ce qui est fait en médecine fonctionnelle. Hein. Mmh. Donc DHEA, voilà, DHEA et cortisol, prescrits, conjointement et effectivement, après moi, dans ma pratique, là, depuis, ces 2 dernières années, c'est essentiellement, moi, plutôt des gens qui ont une cortisol enfin, on fait des dosages salivaires du cortisol, donc cortisol awakening responses qu'on dose du coup dans le laboratoire à l'ILM, parce qu'il y a qu'eux qui le font à Tahiti et effectivement, moi j'ai plutôt des gens qui ont plutôt des sécrétions de cortisol un peu hautes, notamment liées au stress, hein, je pense et du coup, on a un travail à faire, d'autres travail à faire. Plutôt, on pourra utiliser des thérapies non médicamenteuses comme la médication la méditation ou l'hypnose pour essayer d'abaisser le cortisol.
Non, c'est Baisser pas le vrai. cortisol, ouais, ouais. Ouais. Ou comment ça s'appelle, cette technique de respiration là, La cohérence cardiaque a montré aussi ses la effets dans cohérence l'anémie. cardiaque, voilà, c'est ça. Voilà. Mmh. Bon, il me semble que Stéphane va pas tarder à nous rejoindre. Mmh Alors, mh. vu qu'on est limité par Zoom, on va relancer une autre session Zoom pour accueillir Stéphane. Mmh. D'accord? Et puis, on le présente avant qu'il arrive ou on le parce que je crois il a aussi un temps un peu limité. Oui, Est-ce que comme il est tu le pressé, présentes un peu? Mmh? on va le présenter rapidement. Je ne sais pas si ce sera une bonne présentation. Moi, en tout cas, Stéphane est ORL, médecin ORL de formation. Mais il s'est pas arrêté là, donc il s'est très vite intéressé à la médecine intégrative, à l'acupuncture. Il a un diplôme d'acupuncture. Il a fait de nombreuses formations en nutrition, Jean-Paul Curté, etc., en micronutrition, en hormonologie avec le docteur Hertog et d'autres. Donc c'est quelqu'un qui se forme en fait en permanence, Mmh. qui est toujours assoiffé de connaissances et avec lequel j'ai eu grand plaisir de d'écrire Pleine Santé. Si tu peux Euh, nous le montrer peut-être, parce que je crois qu'il est derrière toi. Je crois le livre, Oui, la 3e édition qui va pas tarder à voilà. sortir. Bon, ça c'est le préprint, donc la couverture est souple, mais la troisième édition que je n'ai pas encore reçue, le bateau arrive à la fin du mois, ce sera une couverture rigide, hein, comme la précédente, hein. Donc Mmh. il y a quand même 120 pages en plus. Donc il y a une grosse plus-value, on va dire, sur des thèmes un peu nouveaux, notamment le Covid. Euh, Mmh. et d'autres mises à jour, puisque ce sont des domaines dans lesquels les connaissances évoluent très vite. Et j'en profite parce qu'effectivement, bah, moi, pleine santé et pourtant c'est ce qui m'étonne vraiment beaucoup là où vous avez fait un sacré travail, c'est que c'est à la fois un livre qui est un livre grand public, qui peut être lu par tout le monde parce qu'il est expliqué de telle manière et puis en même temps, j'ai trouvé ça assez étonnant, c'est que c'est un livre qui pour moi est sur mon bureau et que j'utilise tout le temps pour pouvoir expliquer, ne serait-ce qu'avec les schémas, expliquer expliquer aux patients un petit peu comment ça marche, le métabolisme des hormones à partir de la Oui, prégnénolone, du cholestérol, tout ça. Mmh. j'ai eu le plaisir de rendre visite à Stéphane cet été pour la première fois, Mmh mh. hein. Ça faisait plus de 3 ans qu'on collaborait, mais on s'était jamais vraiment vu en 3 dimensions. Et donc Mmh. j'ai pu le suivre en consultation. Et effectivement, j'ai été agréablement surpris qu'il utilisait les images en fait de Pleine Mmh. Santé pour expliquer à ses patients, à leur demander, par exemple pour le cortisol, est-ce que Mmh. vous voyez des symptômes, vous reconnaissez dans certains symptômes qu'il y a dans cette image, etc. On a Exactement et essayé moi de faire quelque chose de je pratique, ouais. fais bah, moi je fais pareil en fait, je l'utilise vraiment au quotidien là, il est toujours à côté de moi Super. Bon, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de et il cette arrive? session. C'est bon, parfait. Stéphane va pas tarder à arriver, donc on va On basculer se sur la retrouve deuxième dans session. 2 minutes. Mmh. Chez la femme, mais on a une femme qui a pas de libido, qui est triste, qui a du gras autour du ventre, enfin qui commence à avoir et on en a des HA, et c'est parfois spectaculaire l'amélioration de cette et non, toujours équilibré comme c'est un androgène, toujours équilibré avec les oestrogènes évidemment. Mmh. D'accord. Cédric, tu as une expérience là-dessus ou pas? Ben, pour l'instant, moi, C'est j'ai pas eu l'occasion de beaucoup en prescrire, mais je dose, systématiquement le sulfate de DHEA et pour l'instant, j'ai pas de taux, alors après, je pense qu'il y a toujours la clinique mais sur les taux, j'ai toujours des taux globalement qui sont plutôt bons. Alors après, je pense que ça doit jouer aussi, je sais pas si c'est, à Tahiti particulièrement ou pas, mais c'est vrai que je j'ai pas eu de carence en DHEA, pour l'instant dans ma pratique. D'accord. C'est la sulfate que tu doses, hein? Ouais, C'est ouais, ça? SDHEA, Ouais. ouais, tout à fait. ouais. Ouais. Maintenant, Ok. attention que la DHEA donc, est produite dans les mitochondries, hein, Mmh. puisqu'on a cholestérol, prégnénolone, et puis on a toute la Mmh. chaîne cascade des stéroïdes. Mais donc, donc moi, je me pose comme question du fait, tu vis à Tahiti, donc il fait plus chaud, donc les habitants ont moins besoin de T3 thyroïdienne Mmh. pour faire des stéroïdes, enfin, puisqu'ils ne doivent pas l'utiliser pour faire de la chaleur. Donc, à Mmh. mon avis, cette T3 sert à autre chose, et peut-être qu'il y a une production de stéroïdes qui est meilleure à Tahiti que dans les pays froids, Mmh où mh. là, voilà, c'est une Mmh. des hypothèses que j'ai depuis longtemps, hein. D'accord. Bon, en tout cas, dans mon cas personnel, la DHEA, lorsque j'ai fait les premiers dosages, elle était plutôt basse. Mmh. Elle était même très basse. Voilà, ben, il peut y avoir un impact, je suppose, avec une hypothyroïdie maltraitée, hein, au niveau des Ouais, surrénales. oui, on Mmh. dit toujours que pour stimuler les stéroïdes, pour avoir des taux meilleurs, ben, tu as intérêt à ce que ta thyroïde fonctionne bien, parce que sinon tes mitochondries sont ralenties, tu as moins de synthèse, et ton cholestérol monte. D'accord. Ok, donc tout ça, c'est la symphonie hormonale. Donc Ouais. justement, en parlant de surrénal, donc il y a le cortisol
Chez les personnes vieillissantes, donc il y a le problème de l'inflammaging, c'est ça, le cortisol qui baisse. Je sais que c'est une hormone un peu diabolisée, hein, Oui, on l'utilise en médecine allopathique oui. à visée anti-inflammatoire essentiellement, mais en fait, finalement, il y a le phénomène d'Hormèse, c'est ça, avec le cortisol, dans une courbe en U, en fait, hein. Euh, Trop peu ou trop, c'est pas bon, euh, il faut le juste milieu, c'est ça? Alors, il faut savoir qu'en concernant la longueur des télomères, eh bien, le cortisol a deux rôles. Et quand, donc, il est, si tu veux, un tout petit peu, ça permet de les allonger, mais trop, ça les raccourcit. Donc, il y a, et également au niveau, par exemple, de l'immunité, comme je disais, une courbe en U. Pas de cortisol, pas d'immunité. On attrape tout ce qui passe. Mm. Trop de cortisol, on coupe l'immunité. C'est ce qu'on utilise, des mégadoses dans les crises Hmm. de maladies auto-immunes ou autres. Donc, c'est une hormone qui doit être utilisée intelligemment, mais qui est capitale. Ici, tous les trois, on n'aurait pas de cortisol, on ne serait pas en train de parler, on serait mort. C'est aussi simple que ça. Alors qu'avec d'autres hormones déficitaires, on serait impacté à tout point de vue, mais on serait vivant. Donc, le cortisol, c'est capital. Et il faut savoir que les doses hospitalières, les doses utilisées à l'hôpital, donc en perfusion ou Mm. en injection, en salle d'op ou dans les pour couper une crise médiatique, n'ont absolument rien à voir avec les doses qu'on utilise en médecine fonctionnelle, qui sont des doses, je dirais, physiologiques. Donc, on ne dope pas nos patients du cortisol quand on en donne. On donne généralement de microdoses, hein, comme d'un méthylprète, 1, 2, 3, voire 4 mg maximum. Et l'hydro, ben, on donne des petites doses qui sont de Mm. 5, 10 réparties sur la journée ou 20. Donc, ça n'a rien à voir avec les doses hospitalières qui sont 20 fois plus élevées. D'accord. Bon, concernant la DHEA, donc ça fait penser à un petit détail. On en a parlé dans la troisième édition là, de notre bouquin, justement. Le chercheur qui l'a fait connaître en France, hein, c'est le professeur Étienne Beaulieu. Oui, Voilà, il en prend, que je sache, depuis plus de 30 ans et il a été décoré au début de l'année par Macron à l'âge de 97 ans. Visiblement, la prise de DHEA chez lui, ça lui a épargné le cancer et autres pathologies qu'on nous promet parfois. Qu'est-ce que tu en oui. penses, Stéphane? Oui, disons que moi, j'ai aucun scrupule à donner de la DHA et même de la prénéolone Mm. chez des patients qui ont eu un cancer. J'ai aucun scrupule parce que j'ai les études. Alors, je me base sur des études, hein. C'est pas moi qui invente que. C'est en lisant les études que je vois que bon, ça, il n'y a pas d'incidence, voire ça a un effet positif. Même si on sait que prénéolone ou DHA vont donner in fine des oestrogènes, ce qui pourrait les augmenter dans un post-cancer du sein. Il y a tellement d'autres bénéfices pour la santé que pour moi, c'est négligeable. Donc, en effet, c'est une hormone. Alors, c'est assez rigolo parce que j'ai encore eu, il y a c'est cette semaine, un patient très jeune, 18 ans, une patiente très jeune, 18 ans, qui avait alors, elle venait pour des tas de problèmes de santé qu'elle cumulait. Et entre autres, je suis tombé sur une DHEA comme quelqu'un qui avait 90 ans. Voilà. Et c'est des choses qu'on voit maintenant, qu'on ne voyait absolument pas il y a 20-25 ans. Moi, j'ai commencé à prescrire la DHEA. J'ai commencé à les voir baisser chez les jeunes, chez les ados, il y a à peu près 20 ans. Avant ça, j'ai jamais ça. J'ai jamais prescrit à des patients de moins de 40 ans. Donc, on a une déficience hormonale qui s'installe suite aux Mhm. perturbateurs endocriniens. À Tahiti, vous êtes bien placé pour le savoir, hein, vous êtes hyper pollué. Et donc voilà, donc c'est dingue ce que les hormones sont perturbées de plus en plus jeunes actuellement. D'accord. Euh, Et donc, juste toi qui as ce recul, oui, Stéphane, c'est des choses que tu Ouais. ne voyais pas il y a 20 ans. Ah oui, oui, c'est Mhm. spectaculaire la Ok. différence du statut des androgènes Mhm. avec ces 20-25 dernières années. Et également, à leur point de vue, et la féminisation des ados mâles. On voit Mhm. vraiment des ados mâles jouer dans les salles de sport quand ils osent y aller, parce que voilà, il faut du courage pour aller faire du sport, ce que beaucoup n'ont plus. On les voit avec des corps de femmes en surpoids. Ils ont des seins, ils ont de la Mhm. cellulite, ils ont un ventre qui pendouille déjà chez des ados. Ces gars-là, quand on fait des prises de sang, ils ont des oestrogènes normales, mais c'est Mhm. les oestrogènes pas de endocriniens oestrogènes-like qui sont là qu'on ne sait pas Mhm. doser. Ils ont des progestérones basses, indétectables, à 0,5, et Mhm. et là, ils n'ont plus de testo, en fait. Comme je dis toujours, leur sexe leur sert juste à faire pipi, mais il n'y a plus d'érection, il n'y a plus de libido, il n'y a plus rien. Donc, c'est catastrophique ce qu'on voit.
Et donc, c'est le même effet, hein, donc on est là-dessus aussi. C'est le même effet qu'on a vu sur la bascule en fait des hypothyroïdies qui étaient au départ avec des TSH, avec des Ouais. problématiques de TSH hautes et puis des T4 basses. Et maintenant, c'est plutôt des T3 basses avec TSH, T4 normales, c'est ça? Ouais, tout à fait, tout à fait, ouais, Mm. tout à fait. Mais avant, le problème était le manque d'iode. Alors, Mm. actuellement, il y a toujours 80% des patients, si pas 90, qui sont en manque d'iode, mais c'est Mm. une déficience bien moindre que ce qu'il y avait, je crois, Mm. il y a 50, 100 ans. Et donc, la biologie de l'hypothyroïdie a changé, alors que l'enseignement à l'école, donc à l'université, n'a pas changé. On a toujours les mêmes critères de Mm. diagnostic. Et alors, je voudrais quand même vous faire part d'un truc que j'ai appris il n'y a pas trop longtemps, mais ce qui est génial, c'est que donc maintenant, on est amené des mégadoses d'iode. Il y a une publication qui a eu lieu il y a un certain nombre d'années qui montrait que finalement, l'homme actuel avait besoin de beaucoup plus d'iode que celui il y a très très longtemps. Le déclenchement, c'était l'agriculture et le fait Mhm. de manger des féculents de consommer du blé, ça entraîne une nécessité pour donc en fait nos thyroïdes sont plus sollicités, on doit faire plus de T3, donc on a besoin de plus d'iode que Mhm. avant qu'on introduise l'agriculture dans l'alimentation humaine, parce que on doit digérer des féculents, donc du sucre, et pour ça il faut des bonnes mitochondries. Donc c'est Mhm. une théorie qui a l'air de tenir la route en fait. Donc nos doses d'iode actuellement sont plus importantes, et surtout si on mange des sucres, des glucides. Et d'ailleurs, au passage, moi, je vous fais aussi le retour. J'ai fait quelques diagnostics sur des hypothyroïdies un peu plus sévères, hein, d'ailleurs, Oui, ici à Tahiti, avec des carences iodées, en fait, sur les ioduries des 24 heures effondrées. oui, oui. Mm. Ok. Vous voyez l'image là? Oui. Ouais, Ah, enfin. ouais. Ok. Je reconnais ma diapo. Ouais. Voilà. Donc, carence en iode, c'est intéressant. Donc, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Stéphane, donc, il y a le génotype DIO2, qui concerne en Europe autour de 14% de la population. Donc, des gens qui transforment pas bien la T4 en T3. Oui, Donc, du coup, à ce que j'ai compris, ces gens-là ont tout bénéfice à avoir un régime pauvre en sucre, hein, oui, oui. parce que Ouais. forcément, ils vont faire un syndrome métabolique assez facilement avec une nourriture, on va dire, occidentale, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors, je dois avouer que le DO2, cette test génétique-là, moi, je ne le prescris pas, mais quand j'ai un collègue qui l'a prescrit à mes patients, ben, je l'utilise. Donc, simplement, ça veut dire qu'une partie de la population, quand hypothyroïdienne, se donne la T4 seule, ça va pas marcher. Mais dans la pratique, je dirais, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur mes prescriptions. Parce que moi, je gère mes traitements en fonction de la clinique. Et donc, voilà. Donc, le bon traitement, pour moi, en thyroïde, c'est quand le patient n'a plus de symptômes, point. Voilà, donc, il n'y a pas de... C'est aussi simple. D'accord. Mm. OK. Après, on pense à ça, on Euh, a eu cette discussion pour savoir si effectivement, à l'occasion, moi je pense que s'il y a des gens qui ici peuvent se le permettre de faire enfin, des recherches de polymorphisme de DIO2, Ah ouais. on pourra essayer de le faire ici pour avoir quelques retours, tu vois, peut-être sur les Polynésiens, si Ouais. c'est possible. Justement, j'avais fait un article que l'on a mis d'ailleurs dans la 3e édition de Mm. Pleine Santé sur l'obésité et je mettais quelques pistes sur la Polynésie. On n'a pas de chiffres hein, du DIO2 en Polynésie française, mais par contre, il y en a dans la région Pacifique avec une incidence justement élevée, hein, plus élevée qu'en Europe, qui peut monter jusqu'à 30%. Et donc, ce serait intéressant d'avoir cette donnée pour Tahiti. Voilà. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Mhm. Faudrait du budget. Du Ouais. budget, ouais. Bon, je sais qu'il y a une étude en cours à l'Institut Lumalardé, l'étude Mm. Mataya, Mm. qui comportera un volet génomique et puis un volet sur le microbiote aussi. Mm. Donc, je ne sais pas s'ils regarderont ces polymorphismes. En tout cas, on en a parlé avec la personne qui dirige l'étude. On pourrait parler peut-être on est allé à une conférence avec Cédric sur le jeûne il y a quelques jours. Mhm. Donc, alors bon, c'est relativement intéressant. Donc, sur le phénomène de l'autophagie, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles parfois à tes patients, Oui, Stéphane? alors,
Alors, tout simplement, ben voilà, le gros problème du surpoids. Alors, donc, même certains patients rares, même en mangeant bien, donc ils mangent un petit déjeuner lourd avec la viande, du poisson, des œufs, des protéines, gras, et en mangeant rien, et en mangeant peu les repas suivants, certains patients n'arrivent quand même pas à maigrir, mais c'est quand même rare. Parce que dès qu'on mange bien, dès qu'on bouge un tout petit peu, dès que les hormones sont bien réglées, enfin, les patients, ils vont à leur poids de croisière, leur poids idéal. Et donc, je recommande le jeûne, donc aux patients en surpoids qui ne maigrissent pas. Et bien, le jeûne intermittent, c'est le plus facile. Donc, on skippe un repas. Il faut jamais ne supprimer le petit-déj parce qu'il y a un risque de Mm. dépression important parce que les neurotransmetteurs viennent du matin principalement. Donc, c'est le repas du soir qui doit être supprimé. Donc, le patient arrête de manger vers 16-17 heures l'après-midi jusqu'au lendemain matin. Et également, il faut savoir que le jeûne, qu'il soit intermittent ou même le jeûne, donc le jeûne low carb, Mm. donc on prend beaucoup Ouais. d'hydrates de carbone, et voire le jeûne no carb, c'est l'acétose, Mm. eh bien, entraîne justement une autophagie. Donc en fait, ce qui fait que les mauvaises cellules et les mauvaises mitochondries sont détruites. Et ça a un effet très positif au niveau du bien-être, au niveau de plein de pathologies. Donc, on guérit les diabètes type 2, on guérit les hypertensions, on guérit plein de Hypertension, oui. choses bêtement en faisant du jeûne. Alors, ça peut être un jeûne plus long qui dure 2-3 jours. Donc, jusqu'à 3 jours, il n'y a pas il y a pas de contrôle médical à exercer. Mais dès que c'est plus long, là, il faut un contrôle médical. Donc, le jeûne, quel qu'il soit, a un effet positif sur la santé. Et voilà. Et le plus simple, c'est le jeûne intermittent. Là, on doit bien arrêter de manger un jour par semaine, voire 2 jours. C'est idéal. Et, Alors, oui, Hmm. pardon. Non, vas-y Alain, vas-y, je t'en prie. Il y a un paradoxe intéressant qui m'a toujours interpellé concernant le jeûne, hein. On sait que là, le jeûne et la restriction calorique boostent l'hormone de croissance, hein, Ouais, de 2 à Hmm. 4 fois, puisque c'est un peu antinomique avec l'insuline, hein. ouais, Et paradoxalement, on sait aussi que les organismes qui ont l'IGF-1 le plus bas sont en général ceux qui vivent le plus longtemps. Et selon le chercheur Eric Simard, donc Hmm. il apporte un début d'explication. Donc selon lui, en fait, l'hormone de croissance assure un effet protecteur sur la masse musculaire. C'est pour ça qu'en principe, on n'en perd pas, hein, pendant le jeûne. C'est souvent ouais, c'est quelque chose que j'entends souvent. Ah oui, mais la sarcopénie, etc. Mais ouais, le jeûne bien mené, il n'y a Hmm. pas de fonte musculaire grâce à cette hormone de croissance qui maintient tout ça. Mais par contre, l'absence de nourriture, apparemment, n'augmente pas l'IGF-1. Donc, on n'a pas les effets, justement, par contre, néfastes que peuvent avoir l'IGF-1. Je ne sais pas ce que ouais. vous pensez Mais de cette hypothèse. j'ai pas d'opinion parce que voilà, j'écoute, je lis, Hmm. mais j'ai pas d'opinion, moi. Non, mais après, je pense qu'effectivement, ça a l'air. Quand il parlait, justement, Eric Simard parlait de ça aussi, et c'est vraiment intéressant sur les effets globaux, enfin, fait un peu globaux sur la santé de la restriction calorique par le jeûne. Effectivement, il disait que c'était la même chose pour, en termes sur les études, sur la même chose pour un patient tabagique d'arrêter de fumer, on va avoir le même bénéfice pour quelqu'un qui est en bonne santé, d'arrêter, enfin, de faire une restriction calorique par le jeûne, on va avoir le même effet positif sur la santé dans les mêmes proportions, quoi. Donc c'est vrai que, à mon avis, il y a quand même des choses intéressantes à faire, notamment ici, nous, en Polynésie, quoi, hein. Mm. Oui, pour les maladies neurodégénératives, c'est Mm. intéressant. Donc, Bien sûr. on apprend aussi que les corps cétoniques, le cerveau Mm. adore, hein, les corps Mm. cétoniques, et que Oui, ça boosterait justement le BDNF, hein, le Mm. facteur de croissance des tout à neurones. fait. Donc, c'est aussi une piste intéressante pour prévenir, je suppose, les maladies neurodégénératives. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, ce BDNF, on sait le stimuler de diverses façons. Et c'est clair que c'est une des façons de le faire. Tout à fait. Mm. Ouais. Donc en fait, l'être humain, il faut savoir ceci, c'est que on n'est pas fait pour manger 4 fois par jour. On est fait pour que l'intestin, le corps, donc, soit au repos, point de vue digestion, au moins une douzaine d'heures. Donc le fait de manger à 8 heures du matin, à midi et à 19-20 heures le soir, c'est pas physiologique. Voilà. Donc le repas du soir, moi j'ai toujours à mes patients, le repas du soir est un repas inutile, si ce n'est qu'il est social, mais il ne sert qu'à grossir et à se créer du tort. Voilà. Donc, en gros, moi, perso, hier soir, voilà, j'étais chez moi, seul. Donc, j'étais faire du sport et puis j'étais ici, j'ai pas mangé. Voilà. Euh, Par contre, j'aurais été invité au resto, j'aurais été invité chez des amis. Ben là, j'aurais mangé un petit truc, quoi. Ok, parfait. Donc là, pour le coup, l'exercice que tu as fait en fin de journée, donc ça t'a boosté l'hormone de croissance Ouais. et t'as pas eu non plus de pic d'IGF-1 qui aurait été induit par la prise de nourriture.
Donc tout Voilà. bénef. Ouais, ouais. Et de toute façon, la courbe de croissance, elle doit monter la nuit, hein, c'est la nuit où elle est au plus haut. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Mm. moi, ouais, tout à fait. Ok, ben je ne sais pas où on en est au niveau temps, donc si vous avez des choses à rajouter euh, de particulier sur les thérapies hormonales, donc on a bien compris que ça permettait grandement d'améliorer la santé, donc indirectement la longévité. Mm. Tout est une question de dose finalement, hein, de respecter un peu la symphonie hormonale, c'est Alors, je ça? dirais peut-être pas allonger la longévité, mais en tout cas Mm. vivre en bon état et pour une vie qui en vaut la peine. Ouais. Euh, Tout simplement parce que il n'y a pas que ça, mais les différences hormonales en particulier, si elles ne sont pas comblées, ben on a des catastrophes au point de vue santé. Voilà, on vit comme des grabataires de jour en jour sans joie de vivre. Et c'est vrai que le fait d'avoir un bon statut hormonal, alors je dis pas qu'il faut des taux d'hormones comme à l'âge de 20 ans, hein, Mm. certaines hormones, comme les hormones féminines, on vise des taux plus bas, évidemment. Mais il y a la DHA, moi, je visais le même taux que le patient ait 20 ans ou 80 ans. Même chose pour la thyroïde. Donc, euh, donc, ça permet vraiment d'éviter beaucoup de pathologies, d'éviter des cancers et d'éviter de prendre des tas de médicaments. Ça, c'est clair. Parce que le problème, c'est quand tu as une hormone déficitaire, elle a tellement de rôles Mm. à divers endroits du corps que si les symptômes de déficit sont tellement multiples, aller gérer tous ces symptômes avec des médicaments allopathiques, c'est se mettre 20, 30 effets secondaires sur la tête et aller gérer ces effets secondaires donc de déficit hormonal avec de la phyto, c'est très très bien, je suis à fond pour, mais une plante, la meilleure qu'elle soit, n'arrivera jamais à imiter parfaitement une Mm. hormone comme l'estrogène ou la progestérone. Aura toujours des trucs qui manquent. Donc on peut mettre une deuxième, une troisième plante, oui. Et attention que certaines plantes, elles tuent. Mm. Donc il faut, c'est pas parce que c'est vert, c'est phyto, que c'est bon. Donc il faut se méfier également à la phyto. Il faut le faire de façon intelligente et par quelqu'un qui connaît. Et puis là-dessus, D'accord. pour compléter ce que tu dis, Stéphane, effectivement, c'est que moi, je vous rapporte là les patientes que j'ai vues, une patiente que j'ai vue cet après-midi, elle me dit, mais en fait, moi, j'arrive, elle a 56 ans et en fait, elle me dit, mais c'est terrible, j'ai plus de libido. Et du coup, elle dit, mais pour moi, c'est terrible parce que en fait, de pouvoir avoir des rapports sexuels, pour moi, c'est génial et c'est hyper important dans ma vie. Je lui dis, bah ouais, effectivement. Donc ça, je veux dire, quand on complémente ça et qu'en fait, en lui mettant, elle est simplement effectivement ménopausée en lui mettant ça, bah, effectivement, on va augmenter sa qualité de vie de façon hyper importante. Enfin, je veux dire, ça semble tomber sous le sens, quoi, hein. Mm. Alors justement, D'ac- je rapporte un cas d'école pour Mm. terminer. Il y a quelques années, je reçois une patiente parisienne. Elle a 73 ans et en fait, elle a un nouveau copain, mais sa ménopause n'a pas été prise en charge. Donc en gros, elle est pas en bon état. Elle est entre guillemets sèche de partout et elle voudrait vraiment reprendre sa vie sexuelle avec son copain. Parce que lui, il est très demandeur, il est encore très actif, il a son âge. Et ben voilà, elle n'a pas de bouffée de chaleur, voilà, mais elle était un peu déglinguée par son manque d'hormones féminines, entre autres, il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres qui l'excitaient. Donc j'ai remis sous traitement. Donc en gros, elle avait plus d'hormones féminines pendant 25 ans. Mm. J'ai sans scrupule, j'ai remis son traitement THS naturel, ce qui a permis de reprendre sa vie sexuelle et de s'envoyer en l'air avec son copain. Donc il n'y a pas d'âge hein, pour être en bonne santé. Oui, et puis on peut parler aussi de l'impact sur le Mm. mental. Enfin, mon expérience Bien sûr, oui. personnelle, hein, je suis sous testo depuis une dizaine d'années et clairement, j'aurais pas sorti mes livres si j'avais pas suivi ce traitement. Hein. Ça, je le dis, hein, j'aurais Claire. pas eu le courage de sortir mon premier petit bouquin, de l'envoyer à Stéphane, etc. Enfin, tout ce cheminement, cette audace, etc. Je ne l'aurais pas eu à l'époque. Hein. Allô, allô? Mm. Oui, Ah je ouais, suis ouais, là. on était juste, voilà, je disais, ouais, oui, merci de ce côté témoignage, Alain. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez rien à rajouter, on va arrêter là. En tout cas, c'était Mhm. très intéressant.